Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer le cours sur les familles de vecteurs en détaillant quelques résultats techniques sur les manipulations sur les sous-espaces vectoriels engendrés par une partie et notamment par une famille de vecteurs. Alors nous allons continuer à nous placer dans le cadre très classique où K est un corps et en première lecture on peut le considérer comme étant égal à R ou C et E et F sont des K-espaces vectoriels, c'est-à-dire des espaces vectoriels sur le corps de base K. Alors, premièrement, nous allons voir comment se transporte un sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs par une application linéaire. Donc, voici ce que nous allons faire. C'est une première proposition. Nous allons voir que c'est très simple, c'est un résultat extrêmement utile. Donc, on prend f, une application linéaire qui va de E dans f, et xi, une famille de vecteurs de E. Si la présentation vous semble trop abstraite, vous pouvez prendre x1, xn. C'est le cas que l'on considérera majoritairement en sup, même si on en sortira de temps en temps, notamment quand on travaillera avec des polynômes. C'est un cas légèrement insuffisant pour l'aspect. On va s'amuser donc à regarder le sous-espace vectoriel engendré par cette famille de vecteurs, donc les xi, donc c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires des xi, et on va faire son image par f. Alors, pour comprendre le résultat, il faut juste se rappeler d'une chose. Quand on a une application linéaire f, l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Ceci étant dit, on voit immédiatement que ceci est le sous-espace vectoriel de grand F engendré par la famille des f de xi. On démontre. Donc on va appeler pour des commodités d'écriture V le sous-espace vectoriel engendré par les xi. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va montrer le résultat par double inclusion. Donc on va prendre, alors d'un certain point de vue, je vais prendre un indice i. Ce que l'on remarque, c'est que xi appartient à V. Donc f de xi appartient à f de v, à l'image de v par f. F de v, c'est ceci, bien sûr. Or, f de v, c'est l'image d'un sous-espace vectoriel de l'espace de départ par une application linéaire. Donc, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, c'est comme image. Pardon, c'est un sous-espace vectoriel de F comme image d'un sous-espace vectoriel de E par une application linéaire. Et donc, comme f de v contient chaque f de xi, eh bien il contient le plus petit sous-espace vectoriel contenant tous les f de xi, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel engendré par les f de xi. Donc ceci est inclus dans f de v. Puis réciproquement, si je prends un vecteur y dans f de v, donc il existe un petit x dans v tel que y égale f de x. Qu'est-ce que ça veut dire que x appartient à v? C'est-à-dire que x est combinaison linéaire des xi. Donc il existe une famille lambda i de scalaires à support fini qui vérifie que x est égal à la somme pour petit i dans grand I des lambda i xi, et donc par linéarité de f, on a
f de x, je rappelle que c'est y, eh bien c'est la somme pour i dans grand I des lambda i f de x. Donc ça c'est y, et ceci c'est bien sûr une combinaison linéaire des f de xi, ce que l'on écrit ainsi. On a donc l'inclusion réciproque f de v qui est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par les f de xi. D'où l'égalité. Alors, on va voir une utilisation de ce résultat très vite. On va voir avant cela quelques autres petits résultats techniques sur les manipulations sur les sous-espaces vectoriels. Cela dit, on va plus les énoncer avec une famille quelconque, même si c'est très bien de l'énoncer avec des familles quelconques pour avoir un résultat général. Donc maintenant, on va se restreindre au cas particulier où la famille est finie. Donc on a le cas particulier donc, où I c'est l'ensemble des entiers compris entre 1 et n, le segment d'entier 1n. Et donc la famille des xi, eh bien c'est juste le n-uplet x1, xn. Il faut bien savoir traduire le résultat précédent. Qu'est-ce que l'on a fait? On a montré que si f est une application linéaire qui va de E dans F, donc les xi, hein, c'est un n-uplet de vecteurs de E, eh bien, l'image du sous-espace vectoriel engendré par la famille x1, xn, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs f de x1, f de xn. Au moins dans un premier temps, ce résultat suffira. Et on va voir ce que l'on peut faire pour manipuler ces sous-espaces vectoriels engendrés, parce qu'on en aura grandement besoin. Donc, alors quelques petits résultats. D'abord, une remarque abstraite qui est d'un grand secours pour débloquer tout plein de petits résultats un petit peu abstraits. Donc, remarque, le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur x1, xn, donc c'est l'ensemble des lambda 1 x1 plus lambda n xn, où les scalaires lambda 1, lambda n, ou lambda 1, lambda n sont des scalaires. Donc c'est égal en fait à l'image d'une certaine application. Donc psi, c'est l'application qui va de k puissance n dans E et qui a des scalaires lambda 1, lambda n associent la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus lambda n xn. Et une remarque à faire, c'est que cette application psi est linéaire. Et ce sera extrêmement utile de travailler avec cette application linéaire par la suite. Alors ça c'était une petite aparté, maintenant on en vient vraiment au cœur de ce que l'on voulait raconter. Donc quelles sont les règles de manipulation de cet objet-là ici? Donc la question est de comprendre comment est-ce que l'on peut manipuler le sous-espace vectoriel engendré par plusieurs vecteurs, par exemple pour le simplifier. On va en donner 3. Donc, premièrement, donc on se passe toujours dans le cadre précédent, le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn, ça, ce n'est pas modifié par combinaison linéaire des xi, donc on dit qu'il est invariant pardon, pas par combinaison linéaire, par permutation, excusez-moi, par permutation. Donc,
des xi, c'est-à-dire que si on échange deux de ces vecteurs, ça ne change pas cet ensemble, c'est-à-dire que ceci est indépendant de l'ordre des xi. Ensuite, résultat très utile, si on a un des vecteurs qui est combinaison linéaire des autres, eh bien, on peut l'ôter de cette ligne. On dira entre nous qu'il est redondant. Je le fais juste pour le dernier, vu que le premier point nous dit que l'ordre importe peu. Donc, si xn est combinaison linéaire des n-1 premiers, hein, ça veut dire combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn-1, alors on peut l'ôter, donc le sous-espace vectoriel engendré par les x1, xn. Donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs x1, xn, mais xn est lui-même combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn-1, donc on peut redistribuer le xn dans les x1 jusqu'à xn-1. Donc on obtient l'ensemble des combinaisons linéaires de x1 jusqu'à xn-1. Et enfin, ce que l'on peut voir, c'est que si on prend x, une combinaison linéaire des n-1 premiers vecteurs, eh bien, le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn, c'est le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn-1 et xn plus x. C'est-à-dire que l'on peut ajouter à un vecteur une combinaison linéaire des autres sans modifier le sous-espace vectoriel engendré. On démontre tous ces points-là. Donc, pour le premier point, c'est très simple, c'est juste de voir que par définition, le sous-espace vectoriel engendré par une famille, c'est le sous-espace vectoriel engendré par l'ensemble sous-jacent, donc l'ensemble x1, xn, et ceci est invariant, ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel les choses sont écrites. Dans un ensemble, il n'y a pas d'ordre. Dans un ensemble écrit ici en extension. Alors, pour le deuxième, je vous ai donné une interprétation intuitive en termes de combinaison linéaire. On ne va pas démontrer ainsi. Donc, je vais appeler grand X l'ensemble x1 jusqu'à xn-1. Et grand Y, c'est l'ensemble x1, xn. Donc, c'est grand X union le singleton xn. Et qu'est-ce que l'on a? On a grand X qui est inclus dans Y, mais Y est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par grand X, par définition, parce qu'on a les vecteurs x1 jusqu'à xn-1, et on a xn qui est aussi combinaison linéaire des éléments de grand X. Donc, par croissance du passage au sous-espace vectoriel engendré, eh bien, le sous-espace vectoriel engendré par x est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par y, qui est inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par le sous-espace vectoriel engendré par x. Mais ce x-là, ce sous-espace vectoriel engendré par x, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, à droite, le sous-espace vectoriel engendré par un sous-espace vectoriel, c'est lui-même. Donc ça, tout ça, c'est le sous-espace vectoriel engendré par x. On a bien donc que le sous-espace vectoriel engendré par grand X est égal au sous-espace vectoriel engendré par y. Donc ça permet de donner une démonstration très concise, alors pas forcément très lisible, mais c'est vraiment très efficace. Et enfin, pour le troisième point, je vais noter xn' qui est égal à xn plus x, et la remarque fondamentale, c'est de voir que xn, c'est xn' moins x. Donc, ce que l'on va faire tout simplement, c'est regarder, donc on a V, le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn, V', le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn-1 et xn
prime. Et puis, on va montrer que V et V' sont égaux. Et on va montrer, en fait, qu'ils sont égaux. On va les lier avec ce qu'on va noter V seconde, le sous-espace vectoriel engendré par x1, xn et xn'. On rajoute les deux à la fin. C'est bien sûr un xn-1 là. Donc, ce que l'on voit, c'est que comme xn' est combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn, eh bien, on a donc, hop, celui-là qui est combinaison linéaire des précédents, donc on peut l'enlever. Donc on a v seconde sous-espace vectoriel engendré par x1, xn, xn', c'est le sous-espace vectoriel engendré par x1 jusqu'à xn, donc c'est égal à v. Et puis maintenant, comme xn, regardez, hein, hop, c'est xn' moins x, et x est combinaison linéaire des précédents. Donc, xn est combinaison linéaire de x1 jusqu'à xn-1 et de xn'. Eh bien, on a v seconde, on peut l'écrire comme ça, vu que ça ne dépend pas de l'ordre. C'est le sous-espace vectoriel engendré par x1 jusqu'à xn-1, xn' et xn, c'est donc le sous-espace vectoriel engendré par, on enlève ici le dernier, donc x1, xn-1, xn', et c'est ce qu'on a noté v', d'où le résultat immédiatement. Alors, on va les utiliser extrêmement souvent, ces résultats, et au moins l'utilisation, on va dire, la plus élémentaire, mais peut-être la plus importante, c'est celle pour déterminer l'image d'une application linéaire. Donc, on va revenir sur l'exemple que l'on a fait dans une des vidéos précédentes. Hop, on avait travaillé avec cette application linéaire là, et on avait déterminé son image. On avait montré que son image était le plan d'équation A plus 3B plus C. La question que l'on se pose, c'est bien sûr de déterminer une représentation paramétrique de l'image, donc comme sous-espace vectoriel engendré par une partie. Donc l'exercice, c'est montrer que l'image de données l'image de f comme étant le sous-espace vectoriel engendré par quelque chose. Je vous laisse y réfléchir. Mettre en pause la vidéo, ça serait bien d'y réfléchir par vous-même quelques minutes, et puis après on verra comment est-ce que l'on peut faire. Donc si vous mettez en pause la vidéo, si vous reprenez la vidéo, l'image de f, eh bien en fait, on peut voir ça comme f de r3. Connaît-on, est-ce qu'on peut écrire r3 comme étant un sous-espace vectoriel engendré? Eh bien oui, avec E1, donc le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, E2, le vecteur de coordonnées 0, 1, 0, E3, le vecteur de coordonnées 0, 0, 1, eh bien, R3, donc c'est l'ensemble des triplés x, y, z avec x, y, z dans R. Donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires x, E1 plus y2 plus z3. Avec x, y, z réel. Donc R3, en fait, on peut le voir comme sous-espace vectoriel engendré par la famille E1, E2, E3. Alors, cette famille, on va très bientôt l'appeler base canonique de R3. Et donc, immédiatement, par
notre premier résultat, l'image de R3, c'est donc l'image du sous-espace vectoriel engendré par E1, E2, E3. C'est donc le sous-espace vectoriel engendré par f de E1, f de E2 et f de E3. Il n'y a plus qu'à calculer. Donc, pour E1, on fait x égale 1, y égale 0, z égale 0. Donc, on obtient la colonne 1, 0, moins 1. Pour E2, on a x égale 0, y égale 1, z égale 0. Donc, on obtient la colonne 2, moins 1, 1. Et pour E3, on obtient x égale 0, y égale 0, z égale 1. Donc, on obtient la colonne 5, moins 1, moins 2. La question que l'on se pose maintenant, bien entendu, c'est de simplifier ceci. Donc là, on a un vecteur V1, un vecteur V2 et un vecteur V3. On a donné une représentation de f, mais vous savez que de l'image de f, pardon, vous savez que l'image de f est un plan, donc on se dit que là-dedans, il y a un vecteur de trop. Et on va utiliser les outils que l'on vient d'établir pour simplifier ceci. Alors si vous n'étiez pas arrivé jusque-là, je vous laisse mettre en pause la vidéo et le faire de votre côté. Alors ce que l'on peut voir, notamment, alors là c'est assez facile parce qu'on a un 0 là, un moins 1 là, un moins 1 là. Donc une fois que l'on voit ceci, on voit assez facilement que 3v1 plus v2, c'est égal à v3. Donc v3 est combinaison linéaire de ces vecteurs v1 et v2. Donc conclusion, eh bien, l'image f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes 1, 0, moins 1 et 2, moins 1, 1. On pourrait éventuellement encore simplifier un petit peu. Par exemple, si on ajoutait la première colonne à la deuxième, on pourrait mettre un 0 ici. Ce n'est pas forcément très utile, ça dépend de ce que l'on va faire ensuite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir faire. Alors, on peut finir par une petite remarque, et là, vraiment très importante, qui peut éclairer un peu ce que l'on vient de faire, et que l'on développera ensuite. Ce que l'on remarque, regardez, f de x, y, z, d'un côté, on a dit que c'était f de x, e1 plus y, e2 plus z, e3. De l'autre côté, regardez, on a dit que c'était x, x, ensuite, donc on a dit x plus 2y plus 5z, 2y plus 5z ici, moins y moins z là, et plus y moins 2z ici. Mais on peut l'écrire aussi comme x fois la colonne 1, 0, 1, plus y fois la colonne 2, moins 1, 1, plus z fois la colonne 5, moins 1, moins 2. Donc, quand on fait ceci, en fait, on voit immédiatement l'image de f comme étant le sous-espace vectoriel de R3 engendré par ces colonnes de manière très naturelle. Donc ça peut peut-être rendre un peu plus naturel ce que l'on a fait. Voilà pour cette vidéo, pour ces petits points techniques sur les manipulations de sous-espaces vectoriels et les calculs d'images. Nous allons maintenant attaquer vraiment le cœur de ce chapitre et parler des notions de famille génératrice, de famille libre et de base.